je vais me mettre de l'autre côté. Est-ce qu'on y voit clair? Je vais peut-être rester par là. Ah, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Du coup, on va juste se présenter rapidement avant de démarrer. Donc, moi, je suis Pauline de Kengo.bzh. Donc, Kengo, c'est une plateforme de financement participatif. On aime bien dire que c'est le Ulule breton, hein, pour ceux qui connaissent Ulule. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir sur le territoire Bretagne et Loire-Atlantique, 5 sur 5, pour ceux qui connaissent, avoir une plateforme qui est dédiée justement aux projets et qui accompagne vraiment les projets en local. On est une petite équipe de 5, donc vraiment l'accompagnement est très très personnalisé et on connaît effectivement bien tous les projets et j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus de Kengo dans les slides qui suivent. Bonjour à tous, Jean-François, donc Société Corofi. On est présent, nous, sur tout le territoire national, mais également dans le Grand Ouest avec une agence à Nantes et une agence à Rennes. On est un acteur alternatif dans le financement, puisque nous ne sommes pas une banque, on va le revoir juste après. Et donc on va animer avec Pauline cet atelier sur les alternatives au financement bancaire. Et pour ceux qui voudront échanger plus longuement, nous avons notre stand qui est juste derrière, à droite de l'entrée de la salle de conférence. Donc à tout à l'heure pour ceux qui voudront en savoir plus. Alors l'idée c'était juste de démarrer avec un... Alors bon, désolé pour ceux qui sont là, je vais essayer de vous expliquer le petit schéma. Après l'idée c'est surtout d'écouter ce qu'on va dire, pas tant de regarder l'écran. L'écran de l'année dernière était très très grand, du coup là ça fait très petit, donc pas de souci, on va tout expliquer. Donc là l'idée c'était de vous dire un peu où est-ce qu'on se situait avec Corofi au niveau des étapes de votre projet, où est-ce qu'on peut vous accompagner en gros. Donc là l'idée c'est de voir en gros de gauche à droite, en gros ça va de la création à l'entreprise en développement. Donc l'étape de création, c'est un peu l'étape où voilà, c'est le concept, on est en train de réfléchir un petit peu vers où on va mener le projet. Globalement, nous, on va surtout intervenir quand vous avez quand même avancé dans cette étape de création, enfin de conception, et surtout de la création au lancement. Donc nous, le financement va surtout se situer dans cette étape-là, bien que ça nous arrive d'aider des entreprises aussi en développement. Mais majoritairement, du coup, le financement participatif va être approprié entre la création et le lancement. Je ne sais pas si tu... Et nous, on va pouvoir intervenir pour une petite part sur de la création sur certains actifs, et puis après c'est sur tout le cycle de vie de l'entreprise où on va pouvoir l'accompagner dans sa croissance, dans son développement, dans ses phases peut-être un peu plus difficiles, mais surtout dans toute sa partie développement avec différentes solutions. Alors encore une fois, vous n'allez rien voir. Mais l'idée, c'était de vous donner un petit peu une idée de aujourd'hui le financement participatif, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente et où est-ce que nous on se situe. Aujourd'hui, on pourra en parler en off entre nous après si vous voulez venir me voir. Mais en fait, nous, on fait un financement participatif qui s'appelle le financement participatif de dons avec contrepartie ou de prévente. Donc l'idée, c'est que c'est à vous en fait d'aller solliciter votre réseau et de le développer pour obtenir les fonds et donc compléter l'enveloppe budgétaire que vous recherchez. Et donc nous, en fait, notre accompagnement, il va être là-dessus, c'est de vous dire comment y parvenir, comment réussir à mobiliser votre réseau et le développer pour réussir à atteindre votre objectif financier ou votre campagne de prévente. Aujourd'hui, il existe d'autres formes de financement participatif, bien évidemment, dont je pourrais plutôt parler en off et vous conseiller d'autres plateformes où ça va être en royalties, en investissement, des prêts participatifs, etc. Mais du coup, moi, j'interviens pas, en tout cas pour Kengo, sur cette partie-là. Alors, bon, pareil, on va se concentrer sur ce que je dis plus que ce qui est à l'écran pour ceux qui ne voient pas. Donc l'idée, c'est de se dire pour quelles raisons on fait un financement participatif aujourd'hui. Donc
sur Kengo, on va accueillir tout type de porteurs de projets. Donc ça va être autant effectivement des particuliers. Donc quand j'entends particulier, c'est que vous pouvez très bien être un artiste et avoir un CD, une BD, un jeu à développer. Et vous allez pouvoir mener un financement participatif ou une prévente pour atteindre justement votre objectif. Donc le fait d'être en statut particulier, de ne pas avoir un statut professionnel pour que nous on puisse vous verser les fonds ensuite n'est pas un problème. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait être dans une situation où vous êtes dans un projet de création ou de reprise d'entreprise et vous n'avez pas encore votre statut, votre RIP professionnel. Et ça, c'est pas un problème pour nous. Vous pouvez mener votre projet en tant que particulier et ensuite, effectivement, on vous dira les démarches à mener pour que vous puissiez ensuite verser ça sur votre future société, association, etc. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, effectivement, quand on est en tant que particulier, effectivement, ça va être soit pour mener une cause, ça peut être des gens aussi à titre perso, là j'imagine que vous êtes plus là à titre professionnel, mais ça peut être tout à fait, par exemple, vous faites une course pour une cause particulière, vous pouvez mener un financement participatif pour vous aider à faire cette course. Donc là, c'est le cas d'un particulier comme pour un artiste qui va être en tant que particulier. Ensuite, vous pouvez être dans le cas d'une création, une start-up, une TPE, une PME en fonction de l'échelle de votre entreprise. Et vous pouvez avoir besoin par exemple d'un apport pour obtenir un crédit bancaire. Donc bien évidemment vous n'allez pas présenter ça et nous on est là pour ça, pour vous aider à savoir comment présenter les choses au niveau public, au niveau du grand public, mais vous pouvez avoir ce besoin d'apport. Effectivement pour les banques, le fait de faire un financement participatif, c'est une super caution parce que du coup ça montre que votre projet il tient la route, qu'il y a des gens qui le soutiennent et en plus de ça, ça peut vous permettre d'augmenter effectivement l'apport par rapport à l'apport perso que vous pouvez peut-être déjà avoir. Donc ça peut être une crédibilité en plus au niveau bancaire. Ça peut être aussi une manière d'anticiper des besoins de trésorerie que vous pourriez avoir dans le cadre de votre projet. Ensuite, l'idée, ça va être aussi peut-être de tester votre projet. Alors au-delà, là je le disais, pour les banques, effectivement, ça peut être le fait de montrer une certaine crédibilité du projet, mais aussi pour vous rassurer, vous dire est-ce que mon projet, il plaît au public? Est-ce que je rencontre aussi, finalement, il y a des attentes. Est-ce qu'il y a des attentes de la part du public? Est-ce qu'il y a un certain engouement pour mon projet? Donc ça peut vous aider également à tester cet aspect-là. Ensuite, ça peut vous être très utile pour la communication. Je vais y revenir, mais finalement, le financement participatif, c'est une campagne de communication pendant 2 mois, puisqu'un financement participatif, ça dure 2 mois en moyenne. Et nous, toute l'utilité, ça va être de vous amener à développer cette stratégie de communication pour mobiliser votre réseau et le développer. Donc ça peut être utile puisque vous vous formez quand même en 2 mois à pas mal d'aspects, que ce soit des mailings, des réseaux sociaux et autres développements de réseaux professionnels. Ensuite, au niveau associatif aussi, vous pouvez être une association et avoir besoin de collecter des fonds pour un projet spécifique. Et bien évidemment, ce sera à nous aussi de vous guider sur quel aspect, en tout cas, de votre projet associatif, il va falloir valoriser pour que vous obteniez facilement les fonds. Et donc fédérer une communauté, c'est un des derniers points aussi qui est très important. Si vous cherchez à vraiment mobiliser ou remobiliser des gens autour d'un projet, ça va être très utile de mener un financement participatif. J'ai tendance à le dire, le financement participatif ça dure 2 mois. Et au bout des 2 mois, vous savez si les fonds vous les avez ou vous ne les avez pas. Donc c'est une aventure. Moi, j'ai tendance à dire que c'est bien de la vivre parce que ça apporte beaucoup de choses. Et on a, nous, très peu de retours négatifs, voire pas, à vrai dire. Même pour des gens qui ne réussissent pas leur financement participatif, ça leur a apporté énormément en termes de communication, de développement de réseau, de connexion. Alors quand ils réussissent pas leur financement, en général, c'est qu'ils ont un peu mal évalué l'enveloppe budgétaire à atteindre ou l'engouement de leur réseau, en tout cas la partie proche. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Sur qu'est-ce que c'est le don avec contrepartie, puisque je vous ai dit que sur Kengo, on faisait 2 types de campagnes, le don avec contrepartie et les préventes. Le don avec contrepartie, c'est en gros, vous avez une enveloppe budgétaire que vous voulez atteindre, un objectif financier. Donc là, bon, pour certains, vous ne le voyez pas très bien à l'écran,
Mais l'idée, c'est de se dire, bah voilà, moi aujourd'hui, je cherche à atteindre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros. Globalement, je ne vais pas vous vendre la lune. Sur Kaingo, on va rarement... Alors, si, il peut y avoir des campagnes. On a eu des campagnes à 100 000, 200 000 euros. Mais globalement, vu que c'est votre réseau qui va être mobilisé, on est quand même dans une moyenne qui est beaucoup plus modeste. Aujourd'hui, pour vous donner l'idée, le montant moyen collecté, donc ça, je parle en France sur ce type de financement participatif, c'est à peu près 7 500 euros, on va dire, pour arrondir. Et le nombre de contributeurs, c'est autour de 90 personnes. Le don moyen, lui, donc c'est-à-dire ce qu'une personne en moyenne va donner sur votre financement participatif, c'est 70 euros. Souvent, d'ailleurs, ça étonne beaucoup les gens, mais c'est l'intérêt du don avec contrepartie. C'est-à-dire qu'en échange de leur don, vous allez proposer une contrepartie en relation avec votre projet ou qui tourne autour de votre projet. Souvent, ça, vous avez beaucoup de mal à savoir qu'est-ce que je vais proposer par rapport à mon projet. Pour certains, ça va être très évident. Voilà, dans la restauration, je vais proposer ce qui sera le produit final, un menu, etc. Pour d'autres projets, c'est beaucoup moins évident. Et c'est pour ça que nous, en tant que plateforme généraliste, vu qu'on brasse tous les secteurs d'activité, on sait vous conseiller, vous donner des projets à titre d'exemple pour vous dire, là, tel projet a fait ça, ça a bien marché, ça peut peut-être vous aider. Et l'idée, c'est vraiment de vous conseiller au maximum par rapport à votre domaine d'activité et votre projet. Donc, pour revenir au don avec contrepartie, effectivement, vous avez ce côté fixer l'enveloppe budgétaire. Alors ça, c'est toujours un peu le comment je m'y prends. En gros, nous, on va vous aiguiller en vous disant créez votre listing de contacts. Donc faire un listing de tous vos contacts actuels, donc votre réseau proche, parce que oui, votre réseau proche, il va être très important pour amorcer la campagne. On a besoin de sa famille, de ses amis, de ses connaissances pour amorcer les premiers dons qui vont être faits sur la campagne. Parce que si vous commencez à vous dire « Ok, je communique auprès de tout le monde dès le début et je mets la gomme sur la com, y compris sur les réseaux sociaux si j'en ai créé, parce que je vous conseille fortement d'en créer pour la campagne, et bien là, vous allez faire un bid, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne vous connaissent pas bien, qui ne connaissent pas votre projet, qui arrivent sur une campagne où il y a 0 € ou très peu, et ils vont se dire oui, mais non, c'est pas moi qui vais donner sur cette campagne en premier, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui sont plus légitimes que moi, et moi, je vais pas faire avancer sa campagne avec mon don de 50, 70 €. Et du coup, ils vont avoir peur. Ils vont partir et vous risquez de jamais les recapter ensuite. Donc, il faut vraiment, en tout cas, si vous choisissez notre plateforme ou une autre plateforme, suivez bien cette stratégie de communication qui est donnée. Il y a une bonne raison, il ne faut pas griller les étapes de communication, parce que justement, il y a une mise en confiance des gens qui est super importante. Si vous grillez ces étapes, alors oui, nous, on est là pour vous donner des conseils pour redresser la barre et réussir à reprendre les choses dans le bon ordre, mais l'idéal c'est d'éviter d'avoir à redresser la barre et de directement faire ça dans le bon ordre. Donc vaut mieux communiquer au maximum avec la personne qui vous conseille, donc le conseiller de la plateforme, pour se dire mon réseau proche il réagit pas bien, ça donne pas comme je pensais. Contactez-les, demandez-leur, demandez-nous si vous êtes avec nous, et nous on va vous dire ok, quel message vous leur avez adressé, comment est-ce que vous avez fait, et là on va vous dire ok, non, c'était pas comme ça tout à fait, donc on reprend les choses et on vous donne des conseils. Donc vraiment l'idée c'est de rester toujours en contact, ne restez pas seul dans votre campagne. Au niveau contrepartie, j'en ai parlé rapidement. Il y a plein de possibilités. Vous inquiétez pas, là, on est là en tant que plateforme pour vous aider aussi à savoir quoi faire. Le symbolique, donc ce qu'on entend par les contreparties symboliques, c'est tous les remerciements. Donc ça va être des remerciements sur les réseaux sociaux, ça va être une petite carte de remerciement qui va être envoyée par voie postale, ça peut être une invitation à une inauguration ou à un pot des donateurs si vous créez un petit événement autour des donateurs, la création d'une newsletter avec des contenus sympas à envoyer à vos donateurs. Ensuite, il y a plein d'autres possibilités. Si vous avez un lieu physique, vous pouvez avoir un mur des donateurs avec les prénoms des gens, ou alors ça peut être sur votre site internet. Voilà, il y a plein de possibilités autour du symbolique. Ensuite, il y a les goodies, bien évidemment, objets publicitaires avec votre logo, à mettre en cohérence avec votre projet. Si on est sur un projet écologique, on fait attention, on est cohérent jusqu'au bout. Bien sûr, ce qui est en lien avec votre projet, donc je donnais l'exemple de la restauration tout à l'heure avec le menu, bien évidemment, ça paraît une évidence. Et après, quand on a peu de possibilités,
on peut aussi se tourner vers le côté local. Bien évidemment qu'un projet, il est un ancrage local, malgré tout. Même si vous êtes sur une prévente de basket ou que sais-je, il a un ancrage local. Vous êtes quand même basé dans une ville, dans une métropole, dans un département. Et l'idée de potentiellement se dire « Ok, je vais aussi demander à des commerçants, des artisans, des producteurs locaux, peut-être de se lier avec moi pour proposer des contreparties qui sont dans mon vivier local », ça a du sens. Ça a énormément de sens parce que du coup, ça va vous amener aussi une communauté supplémentaire puisque les contreparties, vous pourriez proposer. Alors, je vous donne un exemple. Vous proposez un pot de caramel au beurre salé en échange de, je sais pas, 20, 30 euros en plus de remerciements, inauguration, etc. Et bah du coup, les gens vont se dire, ok, elle a communiqué sur ma marque de caramel au beurre salé, sur mon commerce, bah du coup, moi je vais lui donner un coup de pouce, je vais en parler autour de moi. Ça vous amène du réseau supplémentaire. Donc ça a vachement de sens de aussi se lier avec des gens locaux. On est là pour ça, vous inquiétez pas, pour les contreparties, on pourra vous donner des idées. Globalement, je vais terminer par l'aspect communication. Après, je vous parlerai très rapidement des préventes et je laisserai la parole à mon collègue. Sur la communication, il y a énormément de choses à faire, des choses très sympas. L'idée, c'est pas de matraquer aux gens. J'ai un financement participatif, donnez-moi des sous, donnez-moi des sous. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez saouler les gens sur les réseaux sociaux, par mail. Donc, il y a des méthodes. Nous, on est là pour vous donner justement ces bonnes pratiques. L'idée, c'est juste de vous dire avec ce schéma-là, vous le voyez un peu vaguement de loin, vous avez d'abord en priorité donc un réseau proche. Donc votre réseau de proximité, c'est lui qui lance les choses, qui vous fait les premiers dons. Il est très important, il y a des manières de le solliciter. Certains ne sont pas à l'aise du tout avec le fait de solliciter leurs proches, mais on est là aussi pour vous dire comment le faire. Ensuite, il va y avoir, au-delà des connaissances, le réseau un peu plus large. Donc là, tout ce qui va être le réseau autour du projet, donc plus professionnel, entre guillemets. Et ensuite, dans un dernier temps, pour toucher le grand public, il va y avoir la sphère médiatique. Et là, du coup, nous, on est là aussi pour vous aider à aborder cette sphère médiatique et comment obtenir des relais dans les médias autour de votre projet. Et du coup, voilà, on dégrade un petit peu comme ça. Et l'idée, c'est de se dire... Déjà, votre listing de contacts, ça vous permet d'avoir une sorte de rétro-planning relationnel. Puisque l'idée, c'est d'ouvrir progressivement pour donner confiance aux gens, de donner sur votre projet. Donc du coup, il faut suivre en fait votre listing de contacts dans l'ordre, de la personne la plus proche à la plus éloignée. Et ça vous donne votre rétro-planning relationnel, tout simplement. Voilà. Et pour la prévente, pour terminer, on n'est pas du tout dans le même aspect. Visuellement, on n'est pas sur un objectif, donc une enveloppe budgétaire à atteindre. On va être sur un nombre de préventes, donc un nombre d'unités à vendre. Donc c'est plus une histoire de discours différent. Ça ne vous empêche pas de mener une prévente sous la forme d'un don avec contrepartie. On a beaucoup de projets qui choisissent de partir sur une enveloppe budgétaire, même si c'est pour faire de la prévente d'une BD ou autre. Mais voilà, en tout cas, vous avez les deux aspects, c'est plus une histoire de discours. La prévente, elle peut se faire pour des objets culturels, livres, affiches, etc., des articles de mode, de l'artisanat, de la cosmétique, et ça peut aussi se faire pour de la prestation de services. Voilà, quelqu'un qui ouvre par exemple un salon de bien-être peut proposer des prestations de bien-être, massage, etc. en prévente. Ça marche aussi. Et je crois que j'ai terminé. Merci Pauline. Donc en complément ou en parallèle du crowdfunding que vous a présenté Pauline, nous, Corofi, on peut intervenir sur des solutions alternatives au financement bancaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est tout d'abord pas une banque, on est une entreprise familiale à la base. On a été créé en 1987, on a 35 ans d'existence. Et notre particularité, c'est de financer sur nos fonds propres et donc de ne pas avoir les mêmes ratios de scoring que les établissements financiers traditionnels. Donc aujourd'hui, on est présent sur toute la France, le siège est à Lyon et on est présent sur le Grand Ouest avec une équipe de 8 consultants à la fois sur l'agence de Nantes et l'agence de Rennes pour couvrir toute la partie Bretagne et Pays de Loire. Corofi, c'est 150 personnes, c'est 25 000 clients que nous accompagnons de toute taille et tout secteur d'activité confondu. Donc notre façon de faire, en fait, c'est pas compliqué, c'est que on va être
très, très généraliste. On est capable d'intervenir dans tous les domaines d'intervention, quel que soit le secteur d'activité. Les secteurs d'activité, il n'y a aucun secteur qu'on se refuse d'adresser. On est présent dans la santé, le médical, on peut financer des petits équipements comme des défibrillateurs, on peut financer des équipements plus conséquents. On est présent dans l'industrie, on est présent et très présent dans l'agriculture et la viticulture. Tout ce qui est métier de bouche, tout ce qui est hôtellerie traditionnelle, hôtellerie de plein air, bâtiments, travaux publics, tout ce qui est grande distribution, retail, commerce, garage, concessionnaire auto, tout ce qui est logistique et transport. Donc voilà, on couvre toute l'activité, on va dire, économique des entreprises, et ce, quel que soit le type d'entreprise. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en profession libérale, que vous soyez une petite entreprise, une PME, une TPE, un franchisé, et on va également accompagner des grands groupes, voire des multinationales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on est capable d'intervenir sur les entreprises, soit au niveau de la création, on va arriver pour financer certains types d'actifs, soit pendant la croissance de l'entreprise, ou alors après, quand l'entreprise peut avoir des besoins bien particuliers, soit pour repartir, soit pour rebondir. Et dans ces cas-là, on va avoir des solutions également appropriées. Quelques exemples d'actifs sur lesquels on est capable de se positionner. Donc nous, on va démarrer à partir de 1 500 €. Donc 1 500 €, c'est pour financer. Ça peut être du petit outillage, ça peut être de l'équipement, ça peut être de la machine, ça peut être des outils, ça peut être du logiciel également. On peut financer des créations de sites internet quand on passe par un prestataire. Donc là, c'est complètement immatériel, mais on va être capable de se positionner dessus. On peut financer du neuf, on peut financer de l'occasion. Souvent, les banques peuvent être plus ou moins réticentes à financer un bien d'occasion. Un bien d'occasion, c'est par exemple pour démarrer au niveau de l'entreprise, vous avez besoin d'un véhicule pour faire vos livraisons. Si c'est pas un véhicule neuf, véhicule d'occasion, on va pouvoir nous également le financer. Donc tout ce qui est véhicule, véhicule léger, véhicule utilitaire, tout ce qui est poids lourd, tout ce qui est engin de travaux publics, engin agricole, nous finançons. Les biens industriels, donc on en a parlé, tout ce qui peut être machine-outils, ça peut être des lignes de conditionnement, etc. Tout ce qui est bien évidemment technologique, tout ce qui est IT, donc pour accompagner les entrepreneurs, on finance l'informatique, on finance les logiciels, on finance les smartphones, les PDA, on peut financer de la vidéosurveillance pour protéger vos locaux. Et puis après, sur toute la partie artisanat, on va financer les différents équipements qui peuvent rentrer en ligne de compte dans un magasin, dans une échoppe. Donc ça peut être aussi bien la caisse, ça peut être le mobilier, l'agencement, les vitrines. Donc voilà, généraliste sur tous les secteurs d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, en quoi on est différent d'une solution bancaire ? Les banques en fait sont là pour vous accompagner au démarrage de votre projet si vous êtes en création ou pour le reste de l'activité dans le cycle de vie de votre entreprise. Donc les banques vont apporter des solutions de financement, vont apporter de la trésorerie, du besoin à fonds de roulement. Pour des financements, vous allez soit faire des financements bancaires traditionnels, soit faire du crédit bail auprès des banques. Nous, on va pouvoir se positionner avec une offre de leasing. Donc le leasing, c'est quoi ? C'est tout simplement un mode locatif qui vous permet d'avoir en face de ce que nous finançons une charge, un budget de fonctionnement qui va vous permettre d'avoir à travers ce loyer la solution pour pouvoir vous équiper avec cet équipement. Donc ça, c'est vraiment du leasing, de la location financière. Donc en quelque sorte, vous dimensionnez votre besoin en équipement, soit il y en a un, soit il y en a plusieurs. On peut ouvrir des enveloppes de financement multifournisseurs dans lesquelles on va financer de l'actif corporel, incorporel, et on va pouvoir donc, à travers cette ligne de financement, vous aider en complément des financements que vous pouvez avoir par ailleurs ou avec votre banque qui vous accompagne ou vos banques qui vous accompagnent. Derrière, donc, la solution va être adaptée par rapport à votre besoin.
À travers cette solution, vous allez pouvoir préserver vos fonds propres. C'est très important au niveau de l'entreprise, les fonds propres. Préservation également de la trésorerie. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre dans toutes les entreprises. Et de ce fait, comme vous allez passer par un intermédiaire autre que votre partenaire bancaire, vous allez également préserver vos capacités d'emprunt au niveau de vos partenaires bancaires. Donc vous n'augmentez pas votre niveau d'endettement pour vous exposer à des peut-être restrictions au niveau de votre banque, puisque là vous avez une solution qui est, elle, complètement alternative. Location financière, leasing. L'autre partie sur laquelle voilà, on est vraiment en positionnement alternatif par rapport aux banques, c'est ce que nous allons nous qualifier de rachat d'actifs, cession bail ou encore appelé différemment leaseback ou sales and leaseback. Cette solution, en fait, est pas forcément connue aujourd'hui, mais elle a un avantage non négligeable, c'est de pouvoir trouver une réponse immédiate à un besoin de trésorerie dans une entreprise. Je vous ai dit que nous, on pouvait financer donc des actifs, mais si l'entreprise, au contraire, n'a pas forcément besoin d'investir immédiatement dans des nouveaux équipements, mais a plutôt un besoin de trésorerie, de recherche de trésorerie, la banque est là, bien évidemment, mais nous, on peut mettre en place une opération de trésorerie avec ce rachat d'actifs. Ça consiste en quoi? En fait, quand l'entreprise a des biens en propre, soit qu'elle a acheté sur ses fonds propres, soit qu'elle a déjà financé par un autre moyen, mais elle en est propriétaire, eh bien, on va reprendre ces actifs. Donc l'entreprise va nous céder la propriété de ces équipements. Nous, on le remet en location à travers un contrat. Et de ce fait, l'entreprise va nous facturer le bien pour qu'elle puisse l'utiliser pendant la durée du contrat de location. Et cette opération nous permet de générer de la trésorerie immédiate pour l'entreprise. Et donc, à travers cette opération, on est capable de racheter des biens qui peuvent avoir plusieurs années d'existence. On peut reprendre des équipements qui peuvent avoir 10, 15 ans, si c'est une ligne de production, une ligne de conditionnement dans une entreprise. Et on débloque immédiatement du cash et de la trésorerie au niveau de l'entreprise. On a également, en troisième partie, la possibilité également de vous accompagner sur du crédit bail, puisque Corofi, à la base, c'est de la location financière depuis 1987, mais également depuis 2018, nous avons créé une autre entité pour pouvoir permettre de faire du crédit bail, puisque là, le crédit bail, lui, est très normé au niveau normes bancaires, mais on a une deuxième structure en parallèle de Corofi qui permet de faire du crédit bail. Le crédit bail, ça sera comme ce que propose votre banque ou proposent les banques au niveau donc, comptable. La seule différence, c'est que, encore une fois, nous, on va intervenir sur nos fonds propres et on mobilise nos fonds propres pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Donc, cette solution que nous, on met en place, eh bien tout simplement, on travaille les dossiers au cas par cas. On a un comité des engagements qui étudie les dossiers au fil de l'eau et qui donne des réponses sur des projets qui vont être dimensionnés de 1500 à plusieurs centaines de milliers d'euros. On peut même monter jusqu'à plusieurs millions d'euros. On débloque les projets, on les met en œuvre d'une façon très réactive, puisque on peut donner des accords dans la demi-journée, dans la demi-heure ou sous 48 heures, 3, 4, 5 jours pour des plus gros dossiers. Et notre savoir-faire aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller sur des dossiers difficiles. Quand les banques sont un peu plus réticentes, donc on le voit aujourd'hui dans le contexte qui est un peu plus tendu. On peut également aller sur des actifs difficilement éligibles au niveau des banques. Donc on parlait de tout ce qui pouvait être incorporel, immatériel. On finance des actifs comme les drones. On était les premiers à financer les drones. Voilà, tout ce qui est un peu plus délicat à financer. Donc on n'a pas de barrière chez Corofi. On finance sur nos fonds propres. On étudie les dossiers, que ce soit au niveau des entreprises existantes, que ce soit au niveau des créateurs, que ce soit au niveau des startups. Et c'est là où souvent on intervient en complément des partenaires qui peuvent, eux, apporter des solutions plutôt en haut de bilan au niveau des fonds propres de l'entreprise. Nous, on va travailler plutôt sur le bas de bilan avec de la location financière, tout ce qui peut être opérationnel. Et avec
encore une fois, un scoring qui nous permet de nous positionner non pas sur une note ou une appréciation. Si vous êtes créateur, c'est là où c'est le plus difficile à financer. Si vous êtes une entreprise qui est en difficulté, c'est là également où c'est problématique. Et nous, on va plutôt regarder quel est votre marché, quel est votre positionnement, quel est le porteur du projet, quel est le dirigeant, quelle est sa vision, le marché, les clients. Et c'est sur ces bases-là, c'est du feeling, beaucoup de feeling chez Corofi, que nous, on va pouvoir se positionner. Et sur les dossiers difficiles qui ne passent pas dans les circuits bancaires traditionnels, lorsque nous sommes sollicités, 8-9 fois sur 10, on arrive à trouver une solution et on propose cette solution au niveau des clients. Donc voilà le faire-valoir de Corofi, voilà notre ADN. On est vraiment donc voilà un acteur aujourd'hui reconnu sur certaines franges de dossiers difficiles en particulier, et on est capable voilà de répondre à tout type de besoins. Donc si vous avez des besoins, si vous voulez avoir des réponses, je vous invite voilà à échanger plus longuement après sur le stand Corofi. Donc on nous avait demandé de tenir un timing pour qu'après on puisse répondre aux questions et aux réponses. On est bien, donc on attend la première question qui est toujours la plus difficile, s'il y en a. Bonjour. Je voulais savoir quels étaient les points de vue des banques. Est-ce qu'elles sont plutôt rassurées que vous aidiez une personne, ou est-ce qu'elles sont plutôt réticentes du coup à nous suivre si vous accompagnez un projet? Ça va pour le crowdfunding et Corofi, ou c'est adressé aux deux? Les deux? Oui, les banques voient d'un bon œil qu'on puisse intervenir, parce que souvent... Il y a souvent un jeu de regard, c'est on y va pas. Et quand il y a un seul partenaire qui y va, il va prendre le risque tout seul. Nous, on a la capacité à répondre très rapidement et à donner des accords très rapidement. Et souvent, on est les premiers à dégainer. Et du coup, ça rassure les autres de se dire « Ah, il y a d'autres personnes qui ont étudié le dossier. Bon, ben ok, on y va. » Et souvent, en fait, on peut être un déclencheur parce que, ben voilà, vaut mieux être 3 partenaires financiers différents, complémentaires, à intervenir. C'est plus rassurant et ça montre au moins que tout le monde a étudié le dossier et tout le monde y croit. Pour compléter, en gros, effectivement, plus vous êtes accompagné, plus c'est rassurant, par d'autres partenaires, j'entends, ce sera plus rassurant. Donc, même pour nous, en soi, quand un projet vient vers nous et nous dit, bah voilà, j'ai eu des contacts avec la CCI, avec BGE, avec Femmes de Bretagne ou que sais-je, bah, on se dit, ok, bon, c'est déjà quelqu'un qui est dans une démarche de se renseigner un maximum autour de son projet, sur les possibilités. Et du coup, pour les banques, ce sera pareil. Ce sera exactement la même chose. Merci pour la présentation. J'avais la même question que mon collègue de devant. J'en ai une autre néanmoins. Je voulais savoir si vous pouvez nous citer des success stories, chacun pour vos entreprises respectives, puisque vous êtes présents en Bretagne notamment. Success story, c'est ça? Success story, oui, il y en a plein. Après, en fait, selon les secteurs d'activité, alors nous, on a pu rencontrer notamment, je ne sais pas si vous connaissez cette salle mythique, alors à chaque fois, je ne sais jamais comment dire le nom, mais ça s'appelle le Run Harpens, qui est du coup plutôt... côté Finistère et Centre-Bretagne. Et c'est une grosse salle, effectivement, une salle de concert de renom où il y a beaucoup de gros artistes qui sont produits, notamment des plus vieux pour certains d'une autre époque, on va dire. Et l'idée, c'était en fait de se dire, en fait, le bâtiment annexe allait être revendu. Et du coup, ça mettait en péril, en fait, parce que les personnes qui voulaient racheter n'étaient pas du tout OK pour que l'activité
activités en tout cas du run se poursuivent. Et du coup, ils ont en fait un peu lancé un SOS pour dire bah non, on veut racheter ce bâtiment, en fait, on veut faire une contre-proposition. Et du coup, ça a eu tellement d'engouement qu'ils ont réussi à collecter, je crois que c'est 163 000 euros du coup autour de cette cause. Et donc c'est une association culturelle à la base. Et du coup, ça a vraiment été une très très belle aventure pour eux, une très belle collecte. Et c'est l'une des plus belles success stories, en tout cas qu'on ait eu chez nous. On en a eu plein dans plein de secteurs, mais c'est celle qui me vient en premier. Sur l'ensemble des clients, en fait, nos success stories, nous, c'est de pouvoir accompagner un agriculteur où personne ne le suit parce que son niveau d'endettement est important. Donc, on va l'accompagner sur son nouveau tracteur dont il a besoin et il n'a pas les moyens d'acheter un neuf. Donc, on va financer un tracteur qui a 7 ans d'occasion. Donc, tout ça, c'est des petits dossiers que l'on fait au quotidien. Après, si votre question, c'était d'avoir une référence, oui, on en a. On a certains dossiers sur lesquels on est un peu tenu quand même quand on accompagne des entreprises qui sont plus dans la difficulté. Donc là, c'est le deuxième cycle de l'entreprise quand il y a des problématiques de financement et que là, il n'y a plus personne pour suivre et nous, on intervient. Je peux vous citer une opération de rachat d'actifs qu'on a pu faire sur un groupe dont le siège est à Rennes, qui est aujourd'hui le leader des équipements dans les cliniques pour tout ce qui est communication avec les patients, c'est-à-dire des tablettes pour que les patients puissent communiquer avec l'extérieur. Donc la fierté de ce groupe, c'est que le siège est à Rennes et on a mené avec eux une opération de leaseback à hauteur de 3 millions d'euros sur un rachat de parcs complètement hétéroclites qui étaient des téléviseurs équipés dans différents hôpitaux, cliniques, disséminés partout. Donc on savait qu'on rachetait de l'actif pour apporter une ligne de trésorerie qui permettait à ce groupe de faire de la croissance externe. Donc voilà typiquement un projet. Vous vouliez des références, bon, je ne cite pas le nom, mais en termes de montant de capacité d'intervention, et on a débloqué la situation en 5 jours sur nos fonds propres. Mais sinon, après, au quotidien, c'est accompagner un boulanger sur son four qui tombe en panne, c'est financer un utilitaire pour un artisan qui doit aller travailler et son utilitaire est en panne. Quand les banques sont un peu plus longues à répondre, nous, on va répondre immédiatement. Moi, j'avais une question plutôt pour le financement participatif, de savoir si le projet n'aboutit pas, en fait, que deviennent les dons de nos proches ou autres. Alors effectivement, je comptais justement compléter ça parce qu'effectivement, on n'a pas parlé des conditions financières aussi du financement participatif, comment ça se passe. Nous, sur Kengo, alors en fait, pour vous donner, moi je vais être totalement transparente parce qu'on est comme ça chez Kengo et on ne va pas vous pousser à faire un financement déjà si ce n'est pas la bonne période, si ce n'est pas le bon timing pour vous, si le montant n'est pas bon, on est là pour vous dire attention. Donc l'idée, c'est de se dire... Ulule par exemple, Ulule ou KissKissBankBank qui sont aussi des plateformes nationales, on vit très bien avec la concurrence, il n'y a pas de souci. Eux c'est 100% ou rien, c'est-à-dire qu'il faut atteindre votre objectif ou alors tous les gens sont remboursés et effectivement vous n'avez rien et normalement, en tout cas chez les autres, en tout cas chez nous, ça ne vous coûte rien, c'est-à-dire que si vous ne réussissez pas votre projet, on ne va pas vous prélever de commission, rien du tout. C'est-à-dire que opération nulle entre guillemets, même si vous en ressortez avec une expérience, même si vous n'avez pas collecté votre objectif, on ne va pas vous pomper de l'argent en plus si vous n'avez pas réussi, quoi. Du coup, nous, c'est à partir de 70% de l'objectif. Voilà, donc sur par exemple un objectif de 10 000 euros, il faut atteindre 7 000 euros à minima. Donc les 70% de votre objectif pour que ce soit validé et qu'on puisse vous verser l'argent qui aura été collecté. Sinon, les gens sont remboursés, effectivement, et du coup, pas de commission, pas de frais. Voilà. D'autres questions ? Merci. Pour justement le financement participatif, c'est pas assez proche ? Oui, pardon, je m'entends pas. Ma question, c'était savoir combien ça coûte en tant que porteur de projet, comment vous rémunérez ? Est-ce que c'est un pourcentage ? Comment ça marche ?
Du coup, pour compléter, pour faire la suite, du coup, effectivement, c'est une commission qui est prélevée sur le total collecté. Donc, c'est à hauteur de 8% en fait, du total collecté. Voilà, donc c'est un mix de frais bancaires, puisque du coup, c'est une histoire de stockage sur un portefeuille virtuel en attendant de pouvoir vous verser les fonds. Donc ça, du coup, il y a des frais qui sont liés à ça. Et ensuite, il y a tous les frais d'accompagnement ensuite qui sont annexes à tout ça. Et du coup, en fait, nous, il n'y a pas de... voilà, votre projet, peu importe le secteur d'activité que vous souhaitiez collecter, je ne sais pas, 1000, 2000 euros ou 100, 200 000 euros, on vous accompagnera de la même manière. Et du coup, forcément, on se donne pour tous les projets, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'il faut savoir que sur un projet qui, du coup, n'aboutit pas, on ne se rémunère pas. Donc, du coup, pour nous, c'est, voilà, on se donne pour les projets autant que vous devez vous donner pour votre financement participatif. Voilà. Merci beaucoup. Vous parlez d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez détailler le type d'accompagnement ? Pour ma plateforme, ok, ça marche. Du coup, alors, ça va être vraiment du moment où vous déposez votre projet. Alors, bien évidemment, là d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on échange, on pourra soit à l'issue de la petite conférence échanger ici. Après, je sais que j'ai des speed meetings sur un autre espace cet après-midi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont inscrits. Mais on pourra rediscuter vraiment de votre projet si vous avez des questions spécifiques. Mais sur l'accompagnement, en gros, l'idée c'est d'abord de déposer votre projet. Donc le dépôt de projet, ça prend globalement 1 ou 2 minutes. On vous demande juste 2-3 lignes autour de votre projet pour être sûr que ça rentre dans les critères d'éligibilité. Pour nous, les critères, c'est simplement que votre projet il soit localisé sur notre périmètre géographique, donc les 4 départements bretons et du coup la Loire-Atlantique. Et aussi, du coup, ça va être le critère collectif. Donc nous, on n'est pas Litchi, donc pas de collecte personnelle. En gros, il faut que votre projet puisse intéresser un public. Voilà, en gros, c'est ça nos 2 critères. Donc 99% du temps, vous êtes dedans. Et l'idée, c'est de se dire, à partir de nous, ce dépôt de projet, votre projet, il est normalement accepté. Après, à partir de là, on prend contact téléphoniquement avec vous pour fixer un premier échange. De se dire, ok, on prend à peu près 30 minutes pour vraiment cerner votre projet. On va vous poser les questions de savoir où est-ce que vous en êtes de votre projet, les différentes étapes, les autres financements que vous avez envisagés ou ceux qui ont déjà été activés, les partenaires. En gros, on fait un petit scan ensemble. Où est-ce que vous en êtes de votre projet? On vous demande si vous avez déjà une idée de l'objectif, bien qu'on vous le demande au niveau du dépôt de projet. On va creuser sur l'objectif financier aussi que vous souhaitez atteindre. On va commencer à vous demander aussi si vous avez des réseaux sociaux, comment vous voyez un petit peu la communication. Et on va vous inviter à regarder tous. En fait, il y a tout un kit d'aide en gros qui est dispo sur la plateforme avec énormément de ressources pour notamment commencer un petit peu à vous documenter et regarder les exemples aussi d'autres projets qu'on met à disposition, comment ils ont communiqué, comment ils ont fait leur page de collecte, etc. Donc ça, c'est le premier échange. C'est vraiment scanner un petit peu l'ensemble de votre projet. Ensuite, du coup, on va vous proposer un deuxième projet, un deuxième rendez-vous qui est obligatoire. C'est ce qu'on appelle nous le review. Donc c'est-à-dire qu'en gros, entre les deux rendez-vous, on vous demande de travailler sur votre page de collecte, c'est-à-dire l'édition de votre page de collecte. Quel est votre projet, voilà, commencer un petit peu à faire l'édition, à quoi vont servir les fonds, etc., etc. Et ensuite, ce rendez-vous-là, nous en amont, on va regarder ce que vous avez mis dans le contenu de votre future page de collecte, donc votre future page vitrine, et ensuite on va vous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc que ce soit dans le fond, la forme ou les contreparties. Et l'idée, c'est en fait de vous faire avancer et grandir aussi au niveau de cet aspect-là pour que vous présentiez votre projet de la meilleure façon possible à votre public avant le lancement. Et ensuite, du coup, normalement vient le jour du lancement. Et ensuite, l'idée, ça va être au moins à minima, pendant la période de votre financement participatif, d'avoir un point communication. Le point communication, il peut durer à peu près entre une demi-heure et 1 heure. Ça dépend les besoins. Et l'idée, c'est de se dire, en amont, on vous demande de préparer quelques éléments. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez déjà activé en termes de communication et de 3 autres points assez essentiels. Et en gros, on va vous dire, OK, aujourd'hui, vous en êtes là. Et pour aller beaucoup plus loin et pour continuer à collecter des fonds et continuer à progresser dans votre financement participatif, on vous donne des leviers, en fait. Donc, ça, c'est les trois, on va dire, phases de l'accompagnement qui sont systématiques. Et après, bien évidemment, nous, on est dispo
alors pas le week-end, mais à peu près quand vous avez besoin, par mail, par téléphone. Si vous avez des doutes, comme je vous le disais, il ne faut pas rester dans votre coin. Je pense, sans vouloir qu'on soit prétentieux au niveau de la plateforme, après s'il y a des gens qui ont eu des expériences sur Ulule, j'ai déjà eu des échos, mais en gros il y a beaucoup d'accompagnement en amont, donc avant le lancement, et souvent on se retrouve un peu seul pendant la collecte, et du coup nous c'est vraiment ce qu'on veut éviter, parce que souvent c'est là qu'il y a des écueils, et que vous commencez à griller des étapes, ou que vous vous sentez perdu, donc vous allez faire un peu tout et n'importe quoi pour solliciter des gens autour de vous pour obtenir des fonds. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc l'idée, c'est vraiment de rester connecté, de nous envoyer des messages si vous avez des doutes à certains moments. Donc ça va vraiment être super important. Et après arrive la fin de la collecte. La date de fin n'est pas figée dans le marbre non plus. Si vous avez besoin de 15 jours en plus pour continuer à communiquer, à collecter, on peut prolonger la date. On peut même mettre en place des paliers progressifs, c'est-à-dire avoir un premier palier qui est par exemple je collecte 5 000 €. Et si vous atteignez vos 5 000 €, on déclenche un autre palier qui ne remet pas en cause le fait que le premier soit réussi et qu'on vous verse l'argent. Mais ça vous permet visuellement sur la page de collecte de dire ok, maintenant que j'ai atteint mes 5 000 €, je vais cap vers les 7 000, 10 000, 15 000 €. Et du coup, ça vous permet de continuer à communiquer auprès de votre public. Voilà. Est-ce qu'il y a encore on peut prendre peut-être une dernière question et après je pense qu'on va être bon. Ou sinon, après vous pouvez venir nous voir aussi, ça fonctionne. Alors moi j'ai pas de stand. Mais du coup mon collègue a un stand juste ici, mais moi du coup je peux rester un peu ici si vous voulez, et je peux vous donner une carte aussi, des infos, voilà. Merci.